Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Vous écrivez unité 1, leçon 2. Donc c'est ça, on va le souligner. Vous écrivez la date du jour et vous écrivez l'heure. Et vous écrivez ici tendance dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, ça veut dire qu'on va regarder le rayon atomique, l'énergie d'ionisation, l'électronégativité, la réactivité chimique, tout ça. Donc grand 1, introduction, et vous écrivez révision du tableau périodique. Révision du tableau périodique. Du tableau périodique. Alors, on va réviser un petit peu le tableau périodique. Donc, on va partir ici. Ça, c'est le tableau périodique. Alors, nous avons déjà parlé pour la vidéo précédente du tableau périodique. On a dit que les atomes constituent la matière, etc. Nous avons dit qu'un atome est caractérisé par le nombre de protons. C'est ce qu'on trouve ici, le numéro atomique. OK? Et nous avons dit que la masse, ici, la masse moyenne, c'est la masse, si je prends une quantité, par exemple, de carbone, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, dans cette quantité de carbone, il y a le carbone, par exemple, dans ce cas-là, 12, qui est le plus abondant, et puis les isotopes, les neutrons, etc. Alors là, les neutrons, les protons, vont pas beaucoup nous intéresser parce que ce qui nous intéresse, c'est la chimie, et la chimie, c'est l'affaire des électrons. Maintenant, la tendance, le tableau périodique. Le tableau périodique, les éléments qui sont disposés ici ne sont pas disposés n'importe comment, ils sont disposés quand même, il y a une logique là-dedans. Et c'est cette logique-là qu'on veut regarder, qu'on veut rappeler. Premièrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai les périodes. Alors, vous écrivez ici période. C'est une ligne du tableau périodique. C'est une ligne du tableau périodique. Du tableau périodique. Voilà, ça c'est une ligne. Par exemple, dans cette ligne-là, j'ai l'hydrogène et j'ai l'hélium. Dans la ligne 2, j'ai le lithium, le beryllium, le bore, le carbone. Tout ça, on l'a vu au 10e et au 9e aussi. Hein. Donc, simplement, c'est un rappel ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les atomes d'une période ont le même nombre de couches électroniques, le même nombre de couches électroniques. Ça nous intéresse beaucoup, c'est très important tout ça. Ils ont le même nombre de couches électroniques. Par exemple, le lithium, il a combien de couches? Il en a 2. Donc, on va écrire ici exemple. Le lithium a combien de couches? Je vais les représenter 2. Première couche, deuxième couche. Le beryllium, il a combien de couches le beryllium? Lui aussi, il est 2 parce qu'il est dans la deuxième rangée. Donc, dans la deuxième période. C'est une rangée. Si je le compare avec qui? Avec le carbone. Le carbone, lui aussi, il a combien de périodes? Le carbone, lui aussi, il en a 2. Période. Il a combien de couches? Il en a 2. Le carbone aussi, il en a 2. Le carbone, il en a 2. Et ça, vous connaissez déjà le tableau, comment faire le diagramme de Bohr-Rutherford. C'est ça. Donc, quand je suis dans une même rangée, eh bien, tous les éléments, ils ont le même nombre de couches électroniques où ils vont orbiter, en quelque sorte, les électrons. Ça, c'est la première chose qu'on vient de faire. Maintenant, nous avons les lignes, ou bien les colonnes. C'est ce qu'on appelle les colonnes ici. C'est ce qu'on appelle les familles ou bien les groupes. Une famille, qu'on appelle aussi un groupe ou un groupe, est une colonne du tableau périodique. Est une colonne du tableau périodique. Du tableau périodique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ceux qui sont dans une même colonne? Généralement, ils ont les mêmes propriétés chimiques. En gros, ils ont les mêmes propriétés chimiques. Alors, les atomes d'une même famille, les atomes d'une
même famille, ont des propriétés chimiques semblables, ont des propriétés chimiques semblables. Alors, pourquoi ils ont des propriétés chimiques semblables? Alors, prenons un exemple. Je vais prendre, par exemple, la famille du beryllium, par exemple. Je prendrai, par exemple, le magnésium et le calcium. Si je prends le magnésium, donc on écrira ici exemple. Alors, je vais effacer ici, parce qu'on a écrit ça. Moi, j'écris bien sûr et j'efface, mais vous suivez. J'écris ici exemple. Prenons le magnésium et le calcium. Alors, le magnésium, si je vais faire son diagramme de Bohr-Rutherford, il a combien de couches le magnésium? Il est dans la 3e couche. Donc, j'aurai ici première couche, 2e couche, 3e couche. Et dans la dernière couche, combien d'électrons de valence il a? Il a qu'un seul. Il a 2. Je mettrai 1 ici, je mettrai 1 ici. Pourquoi il a 2? Parce qu'il est dans la deuxième famille. Ici, deuxième famille, il a 2 électrons de valence. Ici, première famille, un seul électron de valence. Ici, troisième famille. Alors, regardez, ici, c'est le type A. Ça, c'est 13, ça veut dire on prend que le 3. Ça veut dire 3 électrons de valence, 4 électrons de valence, 5 électrons de valence, 6, 7 et 8. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence. C'est ce qu'on appelle les familles de type A. Il y a les familles de type B. Ceux-là, ce sont les métaux de transition. On les oublie pour l'instant parce qu'ils ont d'autres propriétés et ne suivent pas la règle que je viens de vous donner ici. Mais je sais que le magnésium a 2 électrons de valence. Je prendrai le calcium. Le calcium, lui, combien de couches il a? Il a 4. Donc je mettrai 1, 2, 3, 4. Combien d'électrons de valence? 2 lui aussi. Alors pourquoi les propriétés chimiques du magnésium et du calcium seront à peu près similaires? Eh bien parce que quand on fait une réaction chimique, ce sont les électrons à l'extérieur qui vont s'échanger. Pourquoi? Parce qu'une réaction chimique, c'est un échange d'électrons, ou bien un partage d'électrons, ou bien un transfert d'électrons. Mais quel transfert? Donc on va l'écrire ici. Une réaction chimique, c'est quoi une réaction chimique? C'est, je mettrai ici, un partage d'électrons, ça pourrait être un partage. Je mettrai ici. Donc une réaction chimique, ça pourrait être quoi? Un partage d'électrons. Un partage d'électrons. Un transfert d'électrons, ou bien une perte d'électrons, comme pour les métaux. Une perte d'électrons. Ça pourrait être aussi un gain d'électrons. Un gain d'électrons. Donc, généralement, c'est ce qui se passe. C'est ça, une réaction chimique. Et maintenant, si je dis, s'il y a un partage d'électrons, quel électron va partager? Bien sûr, on va partager ceux qui sont à l'extérieur. Parce qu'un atome va rencontrer un autre atome, c'est à l'extérieur. Donc, on va partager ceux à l'extérieur. Si on va perdre ceux qui sont à l'extérieur. Si on va gagner ceux à l'extérieur. C'est-à-dire, on va gagner à l'extérieur qu'on va l'ajouter. Donc, vous voyez, lui, par exemple, il a 2 électrons à l'extérieur. Ce sont eux qui vont rentrer dans les réactions chimiques. C'est pour cela qu'en général, ils auront les mêmes propriétés chimiques. Alors, dans une même famille, on a dit, ils ont à peu près les mêmes propriétés chimiques et ils ont le même nombre d'électrons de valence. Ils ont en général le même nombre. Alors, on va écrire ici, les familles de type A, de classe A, les familles de classe A, c'est-à-dire ont des atomes avec le même nombre d'électrons de valence, avec le même nombre d'électrons de valence, Ils ont le même nombre d'électrons de valence. Ok? Par exemple, j'ai ici 1
et bien tous ceux-là, ils auront un seul électron de valence, deux électrons de valence, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est très important à connaître. Donc là, on a fait les périodes et les familles. Alors, il y a quelques noms que vous devez connaître, ou je crois que vous les connaissez. La première famille ici, on l'appelle les alcalins. Alcalins. Sauf l'hydrogène. Alors, dans la première famille, il n'y a pas d'hydrogène. L'hydrogène, lui, il est particulier. Il a une famille à tout lui seul, mais les alcalins, c'est le lithium et les autres. C'est ça, les alcalins. L'hydrogène, c'est une famille à part. La deuxième qui est à côté de lui ici, c'est les alcalino-terreux. Alcalino-terreux. Ceux qui sont ici, halogènes. Ceux qui sont là, on les appelle les gaz nobles ou rares. Les gaz nobles ou bien les gaz rares. Donc ça, les noms, vous les connaissez. Maintenant, les autres familles, comment on les nomme? On les nomme selon le premier élément. Que ça veut dire ça? Ça veut dire que, par exemple, je prends celle-là ici. Cette famille ici. On l'appelle la famille du beryllium. Ah, celle-là, on l'a déjà, c'est l'alcalino-terreux. On peut l'appeler aussi la famille du beryllium. Par exemple, ici, celle-là, on l'appelle la famille du bore. Famille du bore, parce qu'il commence par le premier élément, le bore. Celle-là, on l'appelle la famille du carbone. Famille du carbone, etc. Famille de l'azote, famille de l'oxygène. Celle-là, c'est les halogènes. On peut dire aussi famille du fluor. Celle-là, c'est les gaz nobles. On peut l'appeler aussi famille des hélium, etc. Donc, ça, c'est les noms. On vient de les dire, donc on vient de... Donc là, dans le tableau périodique, on a compris que ça veut dire les rangées. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les familles, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Maintenant, on va parler des escaliers. Dans le tableau périodique, il y a des escaliers. Ce sont ici, à partir du bord, comme ça. Ce sont des escaliers, comme ça. Voilà. Ce sont des escaliers. Eh bien, tous ceux qui sont à gauche des escaliers, ce sont les métaux. Ceux qui sont à droite des escaliers, c'est les non-métaux. Donc ça, j'aimerais que vous l'écrivez dans votre tableau périodique. Donc, ceux qui sont à gauche des escaliers, c'est les métaux. Ceux qui sont à droite des escaliers, ce sont les non-métaux. Pourquoi on fait cette séparation? Parce que c'est vraiment très important cette séparation. Quand on aura des éléments, on doit toujours se demander est-ce que c'est un métal ou un non-métal. Parce que les métaux, ils ont une propriété, les non-métaux en ont. Donc, quelle est la propriété chimique la plus importante des métaux? Alors, les métaux cherchent toujours à perdre des électrons. Cherchent toujours à perdre des électrons. À perdre des électrons. Et ça, c'est très important que vous saviez. Ben, je sais que vous le savez parce que je sais qu'on l'a fait en 10e et en 9e. Mais je vous le rappelle encore ici, surtout pour les nouveaux. Donc, les métaux cherchent toujours à perdre des électrons. Par exemple, le magnésium, lui, pour devenir stable, il va chercher à perdre ses 2 électrons. Ok? Le sodium, lui, il va chercher à perdre son électron de valence. Ils vont chercher à perdre les électrons de valence pour devenir stable. Et ça, nous en avons parlé. Donc, je ne vais pas le développer ici. Maintenant, les non-métaux. Les non-métaux. Les non-métaux cherchent à quoi? Cherchent à gagner des électrons ou à partager des électrons. Quand il n'arrive pas à en gagner, à arracher, il va essayer de dire, ah, on va le partager. Ou partager des électrons. Donc, les non-métaux, eux, ne vont jamais perdre des électrons, à moins que vraiment on fait des forces pour leur arracher. Ben, il faut vraiment donner de l'énergie parce que eux, les non-métaux, ils ne veulent pas perdre des électrons. Eh bien, parce que, on l'a déjà dit, par exemple, le fluor, lui, il a déjà 9 électrons. Il dit, ben, si je gagne un électron de plus, je serai comme le néant et par suite, je serai stable. Donc, si vous lui arrachez, il vous dit déjà, je n'ai qu'un pas à franchir. Maintenant, vous m'enlevez un autre électron, ben, vous devez me payer vraiment cher. Parce que vous allez me rendre instable. Donc, vous devez vraiment me donner de l'énergie pour que je sois instable. Donc, voilà, ça c'est pour les métaux et les non-métaux. Donc, on a parlé un petit peu des tableaux périodiques, etc. Maintenant, donc, tableau périodique, on a fait le tour du tableau périodique. On va partir à une autre fenêtre maintenant. Maintenant, on va faire ici
on va dire quelques mots, les forces, grand 3, les forces dans un atome. Alors, on a dit un atome, qu'est-ce qu'il est constitué d'un noyau, où il y a des protons et des neutrons, et puis il y a tout autour des électrons. Je prendrai un électron ici. L'électron est négatif. Le proton, lui, il est positif. Je vais effacer ici. Les protons et les neutrons. Alors, il y a 4 forces dans l'univers. À date, on croit qu'il n'y a que 4 forces. Alors, si on fait confiance à la science, on fait confiance aux scientifiques, il y a 4 forces dans l'univers. 4 forces. Il n'existe pas plus. Il n'existe que 4 forces. Il n'existe que 4 forces. Alors, on va les donner ici. Ça, je crois, on l'a déjà vu en physique, mais on va les donner. Tiens. Première force, force de gravitation. Ça, pour que la force de gravitation soit vraiment importante, il faut qu'on ait un gros objet comme la Terre ou tout. C'est pour cela que la gravitation, vous poussez par exemple 2 objets, ils ne s'attirent pas, même si la théorie de la gravitation nous dit qu'il y a une force. Prenez par exemple, je vois ici ma souris, et je vois ici c'est-à-dire ma graffeuse, ou bien je sais pas, ma calculatrice. Eh bien, normalement, la souris et la calculatrice, ils doivent s'attirer, mais je ne vois pas qu'ils s'attirent. Pourquoi? Parce que les forces sont vraiment très petites. La force de gravitation, très petite. L'autre force électrique. Force électromagnétique, je mettrai une moi électrique tout simplement pour ne pas compliquer. Ça, c'est entre les charges positives et négatives. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont s'attirer. Ça, ce sont des forces importantes. Donc, force importante. On ne va pas le prouver ici, tout simplement frotter un stylo avec vos cheveux, vous touchez quelque chose, vous voyez que la poussière va se rassembler, ça veut dire il attire. Force électrique. Les 2 autres forces seront des forces dans le noyau. Force forte, force faible. Ceux-là, on doit les oublier parce qu'ils se passent dans le noyau. Et nous, on s'en fout du noyau parce que c'est pas le noyau qui nous intéresse. Donc ces 2 forces-là, on les oublie. Ben, qu'est-ce qui reste? La gravitation électrique. Mais on a dit la gravitation est tellement faible qu'elle aussi, on l'ignore. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que la force électrique. Donc tout le cours, toute la chimie, on va parler que de la force électrique. Et toutes les liaisons chimiques, tout ce qu'on va regarder, on va toujours parler que de la force électrique. Alors, on va parler de la force électrique. Donc, on va écrire, donc vous écrivez ce que je viens d'écrire ici, dans le noyau. Donc, moi, j'écris encore quelques phrases. Donc, en chimie, seule la force électrique est importante. Électrique est importante. Importante. Donc, quelle force est importante? C'est l'interaction entre, donc, la force d'attraction des protons et des électrons est la seule dans les réactions chimiques. Et la seule force qu'on considère en chimie, qu'on considère en chimie. Donc, on n'a que la force d'attraction qui est importante. Tout le reste, on doit les oublier. Les 3 autres forces ne sont pas importantes, ils n'ont aucun effet. La seule qui a un effet en chimie, c'est la force électrique. Alors maintenant, on va parler de cette force électrique. Alors, donc, on va faire ici grand 4. Force entre protons et électrons. Entre protons et électrons. Maintenant, regardez, j'ai un noyau ici, j'ai un proton ici, j'ai un électron ici. Maintenant, j'ai ici 4 protons et j'ai un électron ici. Où est-ce que la force sera forte? Ils sont à la même distance. Je les mets ici à la même distance. C'est ici.
Où est-ce que la force sera forte? Ben, bien sûr. Où est-ce que la force sera forte? Ben, bien sûr, ici. Pourquoi? Parce qu'il y a, ici, c'est comme il y a 4 personnes qui attirent l'électron. 4 personnes, hein. Chaque électron attire de sa part, donc il va être attiré plus fort. Lui, il n'y a qu'une seule personne qui l'attire. Donc, où est-ce qu'il y a la force forte? Ici. Donc, on va écrire ici, la force électrique ici est forte. La force électrique est faible, pardon. La force électrique est faible. Ben, j'écris est plus faible, parce qu'on les compare, hein. Est plus faible. Ici, la force électrique est plus forte. Donc, plus j'ai de protons, plus la force qui attire l'électron est forte. Moins de protons, moins la force est forte. D'accord, donc, la force électrique ici est plus forte. Alors, on va écrire une phrase. Plus le nombre de protons est grand, le nombre de protons est grand, plus la force électrique est grande. Donc, plus j'ai plus de protons, plus la force électrique sera grande. Très bien. Donc, ça, c'est la première règle. Hein. Je mettrai ici 1. Ça, c'est une règle. Vous devez la connaître. Maintenant, je prendrai un deuxième exemple. Maintenant, j'ai ici 4 protons. J'ai un électron ici. Maintenant, j'ai la même chose, donc 4 protons. Seulement, j'ai l'électron ici. Où est-ce que la force est forte? Bien sûr, c'est ici que la force est forte parce que l'électron est trop proche. Donc, l'effet des protons ici, ben, l'électron va sentir l'effet des protons parce qu'il est trop proche de lui. OK? Ici, l'électron, est-ce qu'il va sentir l'effet des protons? Oui, il va les sentir, mais moins, parce qu'il est trop loin. OK? Alors, on va écrire ici, la force est plus forte. La force est plus forte. Car la distance est plus faible. Car la distance est plus petite. L'électron va sentir plus les protons. Ici, la force est plus faible. Car la distance est plus grande. Car la distance est plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Plus la distance est grande, plus la force est faible. Alors, on va l'écrire ici. Donc, je vais écrire une phrase. Je vais faire ici. Plus la distance est grande, plus la force électrique est faible. Plus la distance est grande, plus la force électrique est faible. La force électrique est faible. Voilà. Donc ça, on va arrêter ici. Vous faites les exercices encore. Parce que ça, on a préparé pour que on parte à la leçon, c'est-à-dire à la vidéo suivante, c'est toujours la leçon 2, sur les tendances périodiques. Là, on a tout le matériel qu'on a besoin. Vous devez bien comprendre votre table périodique. Vous devez savoir que seules les forces électriques sont importantes. Tout le reste, il faut l'ignorer. Quand on analyse, par exemple, les liaisons chimiques, ou quand on analyse, par exemple, les réactions chimiques, on ne regarde que les forces électriques, comment ils se distribuent, comment les charges sont là, où est-ce que sont les charges, etc. D'accord? Donc, on a tiré toutes les règles. Alors, donc, on va arrêter ici.